très vite, je me suis dit, c'est quand même sympa d'aller dans sa boulangerie, dans un supermarché, aller chez le coiffeur, aller dans une banque, parce qu'on consomme quand même beaucoup d'immobilier au quotidien. Quand on lit la presse, on a l'impression que tout va s'écrouler, que les gens veulent plus aller au bureau, donc il ne faut pas investir dans les bureaux, que les commerces et proximités ferment dès qu'il y a un confinement, donc il ne faut pas investir, que tout le monde quitte Paris, donc il ne faut pas investir à Paris, que tout le monde veut habiter dans des maisons, donc il ne faut pas acheter des appartements. Donc en fait, si on lit la presse, on a l'impression qu'il ne faut rien faire. Et en termes de rendement, pour répondre à ta question, on est souvent sur des rendements assez équivalents entre le résidentiel et le commerce. Mais la grosse différence, c'est que dans le commerce, tu refactures toutes les charges à ton locataire. Que ce soit la taxe foncière, les charges de copropriété, les assurances, les travaux à l'intérieur du local sont à sa charge. Donc finalement, un rendement équivalent, le rendement net, lui, pour le coup, est beaucoup plus élevé sur l'immobilier commercial. Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux, et avec La Bonne Fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission et je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go! Aujourd'hui, sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Alexandre Toussaint. Donc, Alexandre, tu es cofondateur notamment donc, de Baltis Capital. Aujourd'hui, on va faire une petite émission intéressante sur l'immobilier, mais l'immobilier commercial. En quelque sorte, j'ai appelé cette émission «Comment acheter sa boulangerie préférée avec 1 000 €». On va voir si c'est un petit peu plus varié ce que tu proposes que les simples boulangeries, bien sûr. Alors, tu as un parcours assez riche, tu as 34 ans et à travers ce que je peux voir sur ta fiche LinkedIn, en tout cas présentation, c'est franchement assez bluffant. Tu as un master en économie et gestion, tu as un master spécialisé en patrimoine immobilier, tu es un multi-investisseur, multi-entrepreneur. Est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes, Alexandre? Ouais, salut Ismaël. En tout cas, merci pour l'invitation. Je suis très honoré d'être sur ton podcast que je commence à écouter de manière de plus en plus fidèle là, depuis septembre. Donc, je suis tout ça. Donc, déjà, bravo pour ton podcast. Et donc, effectivement, Alexandre Toussaint, donc 34 ans. Moi, j'ai fait des études au départ très généralistes sur économie-gestion à la Sorbonne. En fin de cursus, je me suis spécialisé sur tout ce qui est gestion de patrimoine et immobilier. Yes. J'ai commencé même mon premier job chez CBRE. Je faisais du conseil, conseil bureau sur le secteur de la défense. Ensuite, je suis parti chez Foncière Magellan, donc une foncière qui était dédiée plutôt bureau commerce, où j'ai ouvert le département Paris-Île-de-France. Ok. Et assez vite, c'est chez eux que j'ai eu l'idée de monter Baltis Capital pour rendre des projets immobiliers plus accessibles aux particuliers. Tu le fais vraiment de façon, ta présentation, j'adore de façon succincte, mais une certaine humilité parce que tu as vraiment fait énormément de choses à cet âge-ci. Qu'est-ce qui t'a amené dans le secteur du commerce? Est-ce que tu avais une appétence particulière de base? Est-ce que dans ton entourage, ta famille, qu'est-ce qui t'a amené dans l'immobilier d'une part et commercial d'autre part? Dans ma famille, personne n'a évolué dans l'immobilier, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert un petit peu par hasard. Donc plutôt au départ, c'était des bureaux. Yes. Chez CBRE, chez Foncière Magellan, c'était plutôt bureau, utilisateur bureau, voir des grands plateaux, voir des grands immeubles de bureaux. Sauf que moi, ça me parlait pas trop de travailler sur cette classe d'actifs parce que je la sentais pas trop très accessible. Et en fait, quand j'ai regardé un peu le paysage de l'immobilier, il y en a une qui me parlait plus. C'était soit celle dans laquelle j'habite parce que je connais, donc le résidentiel, Mmh. soit celle dans laquelle je vais faire mes courses justement. Donc je vais régulièrement. Donc très vite, je me suis dit, c'est quand même sympa d'aller dans sa boulangerie, dans un supermarché, aller chez le coiffeur, aller dans une banque, parce qu'on consomme quand même beaucoup d'immobilier au quotidien. Parce qu'on dort dans l'immobilier, on travaille dans l'immobilier, puis on consomme dans de l'immobilier ou même des restaurants. Mmh. Donc je me suis dit, la classe d'actifs la plus parlante, je trouve que c'est l'immobilier commercial parce que inconsciemment, on y est quand même tous les jours et surtout dans le cœur de ville où en fait, en bas de chez soi, on a toujours des commerces partout. En bas du bureau, en bas de chez soi, en vacances, on a toujours un commerce pas loin. Et du coup, je me suis dit, c'est une bonne classe d'actifs qui parle à tout le monde aussi et que tout le monde voit au quotidien.
On va revenir sur, les différentes, solutions que vous proposez avec, Baltis Capital, mais, justement sur cet immobilier commercial. Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours intéressant de justement d'investir dans des commerces, de proximité, des boulangeries, des restaurants ou d'autres types de commerces, hein? Tu pourras évoquer, ce que vous faites. Mmh. À l'heure, où on a traversé la crise covid, les confinements, à l'heure où la digitalisation prend une place, de plus en plus importante dans les business, en quoi ça peut être intéressant? Alors moi j'y vois du sens, hein, forcément, on participe à l'économie réelle sur des choses tangibles et cetera. Mais en quoi ça peut être intéressant aujourd'hui d'investir dans des commerces de proximité, centre-ville, cœur de ville et cetera? Ouais, bah, il faut pas trop lire la presse, hein, parce que quand on lit la presse, on a l'impression que tout va s'écrouler, que les gens veulent plus aller au bureau, donc il faut pas investir dans les bureaux, que les commerces de proximité, ferment dès qu'il y a un confinement, donc faut pas investir, que tout le monde, quitte Paris, donc faut pas investir à Paris, que tout le monde veut habiter dans des maisons, donc faut pas acheter des appartements. Donc en fait, si on lit la presse, on a l'impression qu'il faut rien faire et pour autant, on voit que tout le monde continue à investir et dans les bureaux et dans des hôtels et dans des commerces, il faut faire attention à ce qu'on lit. Et nous, on est assez convaincus de la classe d'actifs immobilier commercial, mais pas que. On pourrait investir sur d'autres classes d'actifs, mais en tout cas, on a choisi celle-ci. Et on est très rassuré de voir que pendant les différentes phases de confinement, les commerces, il y a une classe d'actifs qui est née, hein, pour moi, qui sont les commerces essentiels. C'est vrai qu'au départ, on achetait plutôt, alors on appelait ça des commerces de bouche, souvent. Mmh. Maintenant, on appelle ça des commerces essentiels aussi chez nous. Donc, on n'achète que des commerces essentiels et finalement qui restent tous ouverts pendant les phases de confinement. On a tous eu une boulangerie près de chez nous ouverte, une pharmacie, les crèches ont continué à accueillir les enfants. Donc, on est vraiment focus sur les commerces qui ont une activité essentielle. Donc, on continue à investir sur cette classe d'actifs. Donc vous ciblez des commerces de taille, à taille humaine en quelque sorte? Ou vous faites aussi des commerces peut-être un peu plus importants? Est-ce que vous investissez également sur des centres commerciaux, des grosses plateformes ou vous êtes focus vraiment sur, le petit, commerce de proximité? Parce que des fois on peut avoir, une sensation de désertification quand même, des centres-villes. En dehors de la presse, il y a quand même une certaine réalité dans beaucoup de villes de taille moyenne où on voit, malheureusement des rideaux, qui se ferment un petit peu et cetera, au profit de plus gros centres qui se mettent en périphérie. Quelle est votre approche vous, directement là-dessus? Quelle est ta vision? Ouais, nous, on investit uniquement dans les cœurs de ville, donc centre-ville. Ça, c'est plutôt une conviction un peu personnelle que j'avais, que j'ai toujours, de dire que l'avenir pour moi, il est en cœur de ville et pas en périphérie. Mmh Je mh. pense que les gens vont avoir de moins en moins de voitures, que les jeunes ont de moins en moins le permis aussi, et qui veulent se déplacer avec des moyens de mobilité douces, donc plutôt en vélo, en trottinette, à pied. Mais les gens veulent plus aller prendre leur voiture pour aller faire leurs courses, aller au bureau ou se déplacer. Pour moi, les gens qui partent en vacances, ils veulent limite prendre le train, descendre de la gare à pied et aller chez des copains ou dans la maison qu'ils ont louée. Ils veulent plus trop prendre la voiture. Donc, qui dit pas de voiture dit vraiment, on se regroupe vraiment en centre-ville, près de la gare, près de la mairie, près de la poste, près du marché. Donc, c'est vraiment le pied d'immeuble en copro, en cœur de ville, rue Mmh. piétonne, semi-piétonne, rue commerçante, proche d'un métro, proche d'un tram. Et typiquement, c'est la boulangerie de quartier, c'est la crèche, la pharmacie, c'est l'agence immobilière, c'est le restaurant. Donc c'est des petites cellules qui vont entre 20 mètres carrés et 100 mètres carrés Mmh. au pied d'un immeuble d'habitation. Donc on est toujours en copro, avec une vitrine très classique et qui est louée à une activité soit commerce de bouche, soit du médical ou soit des enseignes nationales type La Poste, des banques, des assureurs. Typiquement, ouais, l'ensemble des commerces qu'on peut retrouver sur les places, de centre-ville, classiques. Et tu vois, sur tes questions sur les centres commerciaux, moi, en tout cas, à titre perso, ça m'excite pas d'aller dans un centre commercial. Je trouve que c'est un peu impersonnel, c'est un peu froid, c'est pas forcément joli. Il faut prendre sa voiture, il faut se garer, il faut marcher. Je me dis jamais, tiens, ça va être sympa, on va aller faire des courses dans un centre commercial. Alors que je trouve ça hyper sympa d'aller dans ces commerces de proximité, de papoter avec son boulanger, avec son poissonnier, et de créer une vie de quartier. Dans un centre commercial, tu as pas de vie de quartier. Et le sujet du centre commercial, c'est qu'imaginons demain, alors souvent dans les centres commerciaux, tu as souvent ce qu'on appelle une locomotive. Mmh. Donc tu as un Auchan, tu as un Castorama, enfin une grosse enseigne qui porte 80% ou les trois quarts du centre. Mais si jamais lui vient à partir, bah, tu as tout un peu qui s'effondre. Et qu'est-ce que tu fais d'un centre commercial qui fait 10 000 mètres carrés, un peu au milieu de nulle part? Bah, ça vaut pas grand-chose, quoi. Ouais, exactement, Alors ouais. que ton Mmh. petit boulanger en bas de chez toi, bon, s'il part, pour X raison, tu sais que tu peux relouer à une autre activité parce que sur 50 mètres carrés, où tu payes, je sais pas, 2 000 € de loyer par mois,
tu sais que tu as beaucoup de potentiel enfin, c'est plus facile de le relouer ou même de le transformer versus ta grosse, boîte à chaussures un peu en périphérie. Clairement, d'un point de vue technique, je te rejoins, mais également d'un point de vue, on va dire, sentimental, à titre personnel, je partage également, ces gros centres commerciaux. Personnellement, ça me donne des boutons, j'ai le vertige quand je vais dedans, j'ai horreur de ça. Tu as vu tous les centres commerciaux aux États-Unis qui sont abandonnés? Alors c'est super pour tourner des films, mais sinon ils sont abandonnés, on peut rien y faire, quoi. C'est très dur de le transformer en bureau ou en escape enfin tu fais un escape game ou un paintball, quoi, mais enfin c'est léger, quoi. Puis le fait de pouvoir se tourner sur des acteurs, bah, peut-être qu'on va connaître, ça va être notre voisin, ça va être, moi dans ma ville, là, j'ai une amie qui a repris justement une boutique de robes de mariée, dans une petite commune, on est 5 000 habitants et qui a redonné vie et cetera et je trouve ça beaucoup plus, sympa Mmh. que d'avoir un grand groupe et voilà et donc le fait de participer comme ça à l'économie réelle, de taille humaine et de connaître, son commerçant, c'est vrai que c'est d'autant plus intéressant. La grande différence, parce que donc l'immobilier commercial, OK, la grande différence, pourquoi pas de l'habitation? Aujourd'hui, tu l'as dit également, donc l'immobilier d'une façon générale, on a besoin de se loger, donc tu un petit peu entre ces deux voies. Bon, au sein de Baltis Capital, vous faites, aussi certainement un petit peu d'immobilier, d'habitation. On pourra y revenir sur les différents types de produits que vous avez. Mais l'immobilier commercial, l'habitation, ça va être quoi les grandes différences? Ouais, alors déjà ce choix donc c'était, alors on l'a dit au départ, très parlant pour tout le monde, mais c'était surtout, moi je voulais apporter une source de diversification. C'est vrai quand on investit dans l'immobilier, le premier réflexe qu'on a, c'est du résidentiel parce que c'est soit sa résidence principale ou assez vite, c'est un investissement locatif, dans le résidentiel où on achète un studio, un appartement, une maison. Donc très vite, on pense à l'immobilier, résidentiel et pas forcément à l'immobilier d'entreprise au sens large et donc pas forcément au commerce. Parce que, un, c'est pas un réflexe et deux, parce que ça semble aussi inaccessible, plus compliqué, un marché plus opaque, ça semble pas accessible aux particuliers. Donc moi, je me suis dit: «Bon, les gens sont très, orientés vers le résidentiel, il faut que je leur apporte une autre solution pour qu'ils diversifient vers une autre classe d'actifs qui est tout aussi bien». Et donc je me suis dit: On va faire que des commerces pour proposer autre chose, quoi». Et c'est pour ça qu'on ne fait que des commerces, en investissement. Alors après, comme tu disais, on a d'autres activités où on finance des promoteurs, des marchands de biens qui sur des classes d'actifs, résidentiels, bureaux, entrepôts, logistique et cetera. Et sur la partie investissement, c'est que des commerces de proximité, ouais. Les différences en termes de, est-ce qu'on va avoir des différences en termes de rendement, potentiel? Est-ce qu'on va avoir des différences en termes d'engagement? Les différences de baux? D'un point de vue vraiment technique pour l'investisseur, un investisseur lambda qui voudrait se lancer tout seul ou alors avec votre solution, mais ça va être quoi les subtilités techniques, de ce type d'acquisition? Ouais, ouais, il y a beaucoup de différences, qui tiennent principalement, au fait que ce soit loué à un commerçant, un exploitant. Donc déjà, il faut savoir que la taille des actifs est quand même souvent un peu plus grosse. On va pas acheter des commerces à 100 000 ou 150 000, 200 000 €, c'est quand même assez compliqué. Donc on arrive vite sur des enveloppes à 300 000, 400 000, 500 000 €. Mmh. C'est pour ça que y aller tout seul, c'est toujours un peu compliqué parce que c'est quand même assez vite des gros volumes. Ensuite, en termes de nombre de dossiers, il y en a aussi beaucoup moins. Tu vois, si je prends notre stratégie d'investissement où on est au pied d'un immeuble qui fait 10 étages, ben dans les 10 étages, tu as qu'un commerce. Donc tu as 1 sur 10, c'est un commerce. Donc c'est-à-dire que tu as beaucoup moins de dossiers. Et oui. Et ensuite, les particularités, donc c'est le bail commercial. Donc on loue à un professionnel qui en fait son activité. Donc dans le bail commercial, on a des baux 3, 6, 9, donc 3 ans, 6 ans, 9 ans. Donc en fait, c'est un bail de 9 ans et le locataire, l'exploitant peut partir au bout de 3 ans, au bout de 6 ans et au bout de 9 ans. Donc Mmh. c'est-à-dire qu'on la lisibilité dans le temps, elle est assez claire et s'il veut partir, il doit prévenir 6 mois à l'avance. Donc ça veut dire qu'on sait a priori, si le locataire part, on sait exactement quand est-ce qu'il peut partir, donc c'est plus facile de s'organiser. Et ensuite, la grosse différence avec le résidentiel, c'est que comme les gens sont là pour leur travail, pour exploiter, ils sont là pour payer leur loyer parce que c'est leur travail. Donc s'ils ne payent pas, on peut les mettre dehors assez facilement, enfin facilement, en tout cas plus facilement que le résidentiel, parce que Mmh. c'est plus facile d'expulser quelqu'un parce qu'il y travaille, mais on ne va pas le mettre à la rue comme dans le résidentiel où c'est un peu éthiquement, c'est quand même compliqué de mettre les gens dehors. Là, c'est juste on le met dehors, mais il a quand même un toit à côté pour y habiter. Donc là, c'est vraiment du business. Donc il a tout intérêt à payer son loyer parce que sinon, il perd son activité, il perd son job. Ouais, bien sûr. Donc et même si son activité va pas très bien, il la revend finalement à un autre exploitant qui prend le relais et qui, réexploite le local derrière. Et en termes de rendement, pour répondre à ta question, on est souvent sur des rendements assez équivalents entre le résidentiel et le commerce. Mais la grosse différence, c'est que dans le commerce, tu refactures toutes les charges à ton locataire. Que ce soit la taxe foncière, les charges de copropriété, les assurances, les travaux à l'intérieur du local sont à sa charge.
Donc finalement, un rendement équivalent, le rendement net, lui, pour le coup, est beaucoup plus élevé sur l'immobilier commercial. Et ouais, en effet, ouais, super intéressant. Du coup, ça apporte une diversité sur les classes d'actifs. Deuxièmement, ça sécurise un petit peu parce que le commerçant, il va être engagé souvent sur une durée plus longue que un locataire sur un studio qui va avoir un turnover tous les ans, etc. Si on est sur des beaux meublés, en un mois de temps, il appuie sur le bouton et il part. Que là, c'est pas le cas, il y a une visibilité. Et en plus, tu parlais donc du bail commercial. Donc, on peut, si malheureusement pour X raisons ça se passe mal, récupérer le bien plus facilement. Mmh. Il n'y a pas de trêve hivernale pour les commerçants forcément. Euh, c'est dû à quoi? Il y a une force exécutoire un peu plus intéressante. Quand on signe un bail commercial, on doit passer par un notaire, on passe par une agence, on le fait nous-mêmes. Ça se passe comment techniquement pour un bail commercial, ce 369? Typiquement, ouais, ouais, c'est très classique, hein, tu le fais, alors tu peux le faire chez un notaire si tu veux qu'il soit, authentique, Hmm. donc c'est-à-dire enregistré, donc rédigé par un notaire, ensuite enregistré, mais sinon on les fait sous seing privé, donc on les fait, entre nous. L'avantage du bail commercial, c'est qu'il est très, très souple, hein. À partir du moment où les 2 parties sont d'accord, on peut faire un peu ce qu'on veut. En termes de durée, on n'est pas obligé de faire les 3-6-9, on peut faire des 2-3-6-9, des 1-2-3-4-5-6-7-8-9, des 9 tout court. On a déjà acheté des locaux où tu avais un bail de 6 ans ferme, donc c'est-à-dire qu'il ne peut pas partir avant 6 ans. Parfois un 9 ans ferme, donc il ne peut pas partir avant 9 ans. Donc tu sais que tu as 9 ans de loyer quasiment assuré, alors sauf s'il fait faillite entre-temps. Mais en tout cas, tu sais qu'il est parti pour 9 ans. Donc il ne va pas tourner, comme tu disais, tous les ans parce que c'est un étudiant qui vient juste une année, donc tu n'as pas à rechercher un locataire à chaque fois. Et si jamais, ce que je disais tout à l'heure, si jamais l'activité du locataire se passe mal, généralement, c'est lui qui s'occupe de revendre donc son fonds de commerce. Donc le fonds de commerce, en gros, il y a deux notions dedans. Il y a tout ce qui est matériel. Donc Mhm. si c'est un restaurant, c'est des chaises, des tables, un bar, des cuisines, des frigos, etc. Et tout ce qui est immatériel, où c'est, on va dire, la clientèle, la notoriété. Donc il revend ça. C'est comme un peu soit comme un médecin qui part à la retraite et qui revend sa patientèle. Donc ça vaut quand même de l'argent. C'est-à-dire que dès que tu ouvres ton cabinet médical, bah, tu as déjà des clients qui sont là, ou les chauffeurs de taxi qui revendent leurs bornes, et cetera. Là, les boulangers, alors tu as l'impression que quand une boulangerie est là, elle est là pendant 20 ans, ou 30 ans, ou 50 ans. Tu vois peut-être pas, mais parfois le boulanger, il change. Mhm. C'est juste qu'en fait, il a revendu son fonds de commerce à un autre boulanger qui a juste repris le local, qui n'a pas changé grand-chose. Peut-être qu'il a fait deux trois travaux et changé quelques recettes, mais en tout cas, il a continué l'activité. Et toi, en termes de propriétaire, tu te rends même pas compte qu'il a changé. Tes loyers continuent d'être payés et tu vois pas que l'exploitant a changé. Ouais, donc beaucoup plus smart. Il y a une vision un peu plus sécuritaire ouais, par rapport à l'habitation. C'est encore un autre mode de fonctionnement, mais ouais, ouais, qui est très très puissant, très intéressant. Ouais. Et tes loyers sont payés souvent par prélèvement, donc tu as pas à aller essayer de récupérer le loyer tous les mois en disant vous n'avez pas payé, vous êtes en retard. C'est par prélèvement. Comme c'est des professionnels, c'est des chefs d'entreprise, on va dire à chaque fois. On fait par prélèvement, on les prélève chaque mois. Dès que la taxe foncière arrive, clac, on y rembourse, le lendemain c'est fait. Ils payent les charges. Dès qu'il y a des travaux de mise aux normes ou de conformité ou d'amélioration, c'est eux qui les font. Ils nous demandent même pas notre avis. La dernière fois, on a une pharmacie à Lille. Elle m'a appelé, elle m'a dit ouais, il y a une énorme fuite d'eau dans le local. Je fais mince et tout. Elle fait mais vous inquiétez pas, hein, j'ai tout réparé, c'est bon, bonne journée, c'était juste pour vous le dire. Super. Bon, bah ok, très bien, tu vois. En gros, s'il y a une fuite d'eau dans son local, bah, en fait, elle peut pas l'ouvrir et donc elle perd du chiffre d'affaires. Donc elle a tout intérêt à le faire tout de suite pour faire un beau local et pour que sa clientèle revienne. Donc c'est quand même beaucoup plus simple. Ouais, ouais, des gens qui sont beaucoup plus impliqués forcément en termes de locataires, qui sont beaucoup plus impliqués vu qu'ils ont leur business associé au local. Ouais, on le comprend facilement. Euh, J'en profite pour te poser une question. J'avais fait un petit sondage sur Instagram, comme quoi j'allais préparer cette émission, etc. Et donc, s'il y avait des personnes qui souhaitaient poser des questions. Et donc, le refuge de la salle qui m'a posé cette question, quelles sont les activités qui résistent le mieux à la désertification des centres, pour en revenir un petit peu sur nos discours préalables? Est-ce qu'il y a une typologie d'activités qui résistent bien? Bah, celles qui résistent bien, c'est très simple à regarder, hein, c'est celles qui sont restées ouvertes pendant les phases de confinement. En fait, le confinement, nous, ça a été un bon test pour savoir si on avait une bonne stratégie d'investissement et voir s'il y avait d'autres, effectivement, enfin, d'autres activités qui marchaient. Et quand tu regardais, bah, juste commerce essentiel, la définition, donc tu sais que si tu investis dans des commerces essentiels, enfin, le Covid, c'est quand même une grosse, grosse crise. J'arrive pas à voir ce qui peut être pire que ça, enfin pire qu'un confinement. Donc si pendant les périodes très, très compliquées, ta boulangerie du coin reste ouverte, c'est qu'a priori, c'est un bon investissement, qu'elle sera toujours ouverte. On parlait de la digitalisation. Bon, on aura toujours besoin d'aller acheter son pain. On va pas
enfin, tout ce qui est commerce de bouche, on aura toujours besoin. On aura toujours besoin de crèche pour aller déposer nos enfants quelque part la journée, ou d'école. Après, il y a des activités où on en aura peut-être moins besoin, tu vois, comme le textile. On a peut-être moins besoin d'aller essayer les vêtements. Peut-être qu'on peut juste se les faire livrer, les essayer et les renvoyer. Donc ça, c'est pour ça que nous, on n'a jamais investi dans du textile, dans des activités textiles. Du coup, ça, évidemment, le confinement nous a prouvé qu'on a plutôt bien fait et qu'on n'allait pas changer de stratégie. Donc sur la désertification, c'est généralement tu prends un petit, tu dois regarder chez toi dans la ville dans laquelle tu habites, regarde les commerces qu'il y a autour et tu verras que c'est très souvent les mêmes dans chaque ville. Ah Tu as ouais. souvent un boulanger, un bar PMU, un resto, Mmh une mh. petite agence près de la poste peut-être qui est là. Tu as peut-être une auto-école, tu as peut-être des choses comme ça. Donc c'est souvent les mêmes qui reviennent et quand on construit une ville, en fait très vite on dit bon, on met une boulangerie là, on met peut-être un boucher, un poissonnier, peut-être une petite agence bancaire pour retirer de l'argent. Donc c'est souvent les mêmes qui reviennent. Le Covid n'a pas trop changé, mis à part accentuer les tendances. Donc on a vraiment besoin de commerce pour se nourrir et toutes les activités un peu, on va dire secondaires comme s'habiller ou les chaussures ou des cigarettes électroniques ou des choses comme ça, là pour le coup a vraiment du mal à résister depuis 2 ans et l'avenir en cœur de ville n'est pas pour eux, ça c'est sûr. Au niveau de Baltis, Capital, du coup, qu'est-ce que vous proposez pour les investisseurs? Alors, on on va vraiment faire le focus sur l'immobilier, commercial, mais si je dis pas de bêtises, vous proposez de l'investissement dans des CPI, du crowdfunding via de la dette pour financer des opérations de marchand de biens, donc habitation et ou commercial, ou d'entrepôt et cetera. Mais sur, l'investissement, purement commercial, si je veux acheter, ma boulangerie, préférée avec 1 000 €, comment ça se passe un petit peu? Qu'est-ce que vous proposez? Ouais, alors, justement, une fois qu'on a été convaincu, dès le départ de Baltis de se dire: «Il faut qu'on investisse dans les commerces en cœur de ville». Donc comme je te disais, c'est vite des actifs à 300 000, 400 000, 500 000 €. On s'est dit: «Il faut qu'on trouve une solution pour permettre à tous ces gens qui ne peuvent pas investir seuls, d'investir ensemble». Moi, j'ai un bon copain qui a monté, le site, Le Pot Commun, Mmh. donc le site de cagnotte Yes. et je me suis dit un soir: «Bah, tiens, je vais faire un pot commun de l'immobilier dans lequel chacun mettra, ce qu'il veut, 1 000, 2 000, 3 000, 10 000 et ainsi de suite». Une fois qu'on a constitué le pot, au lieu d'acheter un cadeau, pour un anniversaire, on va aller acheter de l'immobilier et on va se partager les loyers tous ensemble chaque année, ouais. Donc un peu le format de la SCPI, sauf qu'avec on allait faire qu'un seul actif par opération. Parce que moi les SCPI j'aime bien, mais j'ai moins de conviction parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on achète et moi je voulais, savoir exactement où part mon argent et je veux pas que ça parte dans un fonds qui investit dans plein de choses différentes. Ouais, ouais. La grande différence, si on peut faire un petit arrêt sur image, alors les CPI, ça peut être très, très bien pour différentes raisons, mais c'est ce qu'on va appeler plus communément de la pierre papier. On achète des parts d'un fonds, mais c'est de la pierre papier que là, on achète vraiment, un local, tangible, Ouais. à la différence. C'est bien ça, hein? La SCPI c'est même plus du papier que de la pierre, hein. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qu'on achète, on va pas visiter. Mmh. On ne choisit pas ce qu'on achète. Alors nous, on en fait sur Baltis, mais on en fait que 4 qui sont très, très spécialisés. On en a une qui investit que dans la santé, donc des hôpitaux, des cliniques, des maisons médicales. Une qui investit que dans les locaux d'activité, entrepôts, logistiques. Une qui fait que des commerces de proximité, un petit peu à l'image de Baltis. Mmh. Et une qui fait que des parcelles viticoles, donc dans le vin. Donc c'est des classes actives très, très spécialisées, ouais. Donc là, on y croit parce que du coup, il y a une vraie stratégie, c'est très lisible, c'est une verticale très claire. Donc c'est pour ça qu'on fait que ces 4 SCPI pour l'instant. Et sur les autres activités, donc on finance, comme tu disais, des marchands de biens, des promoteurs sur toutes les classes d'actifs et les commerces, donc sous la forme de pot commun. Et donc ensuite, une fois qu'on a constitué le pot commun, on trouve un actif. Enfin, généralement, on trouve l'actif avant de lancer la cagnotte, hein, c'est le même principe. On va trouver une boulangerie, par exemple, à Poitiers. On va dire qu'il vaut 400 000 €. Donc on va lancer une collecte en disant, voilà, il y a une boulangerie à Poitiers avec un boulanger qui l'a depuis 20 ans, qui paye tant, voilà les plans, voilà le bail, voilà ses bilans, voilà on signe la promesse, enfin tout le dossier est communiqué sur le site. Mmh. Et ensuite, les investisseurs peuvent souscrire à partir de 1 000 €. Généralement, c'est des tranches de 1 € après, hein, donc bon, c'est plutôt 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 et ainsi de suite. Donc ça, et donc là, au départ, on collectait 400 000 € et ensuite, chaque mois ou chaque trimestre, le locataire paye ses loyers et était redistribué à tout le monde. Ce qui permettait d'investir dans une boulangerie avec 1 000 € et de toucher un petit bout du loyer et quand on revendra, un petit bout de la plus-value, quoi. D'accord, donc là, dans l'exemple, si je mets 4 000 €, j'ai 1 du local, de cette boulangerie. Tu as 1 % des loyers et Voilà. tu auras 1 % de la plus-value, dans X années quand on aura revendu, quoi. OK, ouais. Donc ça, c'était le montage un petit peu initial où on le faisait 100 ce qu'on appelle en equity. Donc on collectait 400 000 € et on touchait les loyers chaque année.
chaque mois ou chaque trimestre. Mmh. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que l'intérêt de l'immobilier, c'est quand même le financement bancaire. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est que sur une opération, on va dire à 400 000 euros, on va aller dans les grandes lignes, hein, emprunter 300 000 euros à la banque et on va collecter 100 000 euros. Donc on a des contrats cadres avec la caisse d'épargne, par exemple, qui nous finance beaucoup, beaucoup d'opérations. Donc dans ce cas-là, nous, en gros, le petit pot commun qu'on a, c'est une SAS. Les investisseurs deviennent tous actionnaires de la SAS. La SAS signe le prêt au niveau de la banque, donc les 300 000, et ensuite va acheter le commerce. Donc là, forcément, tous les mois, les loyers servent à rembourser l'emprunt. Bien sûr. Donc il n'y a pas de distribution aux investisseurs. Et dans X années, dans 6 ans, dans 7 ans, dans 8 ans, généralement, on a une vision plutôt à 7, 8, on va dire à 6 ans, Mmh. où on se pose la question de revendre l'actif. C'est pas automatique, mais on se pose la question. Et dans 6 ans, c'est là où, si on vend l'actif, que les investisseurs récupèrent leur capital plus les intérêts. D'accord, donc sur ce nouveau schéma là que vous mettez en place où vous faites le financement, grosso modo, dans ton exemple, 25 en equity, donc en part, en actions, sollicitées de par les investisseurs à partir d'un ticket de 1 000 € et derrière le reste, 75 grosso modo en dette, par la banque. Mais Ouais, moi, investisseur, je bénéficie, si je mets, 1 000 €, je bénéficie des 3 000 € de dette qui sont en face? exactement. D'accord, Donc, tu bénéficies dans ce qu'on appelle donc de l'effet de levier. Donc, c'est-à-dire que tu mets 1000, mais c'est comme si tu avais, entre guillemets, investi 4000, hein, parce que bien sûr, ouais. Mmh. si tu en gros, si la collecte, c'est 100 000 €, et que tu mets, on va dire 1 000 €, donc tu as 1, bah, tu as 1 de la collecte, mais tu as aussi 1 en fait, du deal global. Donc effectivement, tu as ce petit booster Et ouais, ouais, ouais. et surtout, c'est là aussi un gros intérêt, c'est que tu es pas caution du financement. C'est-à-dire que tu mets 1000, tu bénéficies de l'effet de levier sans être caution, sans signer des papiers, sans envoyer, tes avis d'impôts, tes salaires et cetera. On te demande rien du tout. Tu as juste à souscrire et l'effet de levier, il est automatique. Et ouais. C'est un très bon, outil pour, soit ceux qui ne sont pas encore finançables, donc soit des jeunes, soit des gens qui sont en CDD, des intermittents, des entrepreneurs, des gens à leur compte ou même des retraités qui ne sont plus trop finançables parce qu'ils sont à cause de l'âge. Bah, là, ils peuvent quand même bénéficier du financement bancaire indirectement grâce à cette solution. En effet, super intéressant pour tous ces profils, des gens qui arrivent peut-être bloqués à un niveau, d'endettement, qui est trop élevé. Je viens d'acheter ma résidence principale ou je viens de faire un investissement locatif et cetera. Ça va être compliqué de renchaîner, cette année, l'an prochain et cetera. Bah, je peux bénéficier comme ça d'un emprunt, indirect, au travers de votre solution et en plus sans avoir les inconvénients d'être garant, d'être caution, sans prendre d'assurance, invalidité, sans prendre et cetera, avec des frais en moins. Mais sachant que la première raison d'investissement, c'est plus le temps. Mmh mh. Souvent, quand on demande pourquoi vous avez investi, alors oui, c'est accessible, c'est en ligne, et cetera, mais c'est surtout le temps. Quand on veut investir dans l'immobilier, hein, et tu dois le savoir, ça prend beaucoup de temps. Entre trouver le dossier, signer la promesse, aller voir les banques, jusqu'à l'acquisition, tu peux avoir 2, 3, 4, 5, voire 6 mois. Parfois, non, ça dure 6 mois les projets. Là, la personne, voit un projet sur lequel elle veut investir, elle signe, elle paye et hop, c'est parti, ouais. Donc c'est un gain de temps énorme et avec un montage qui est bien bien structuré, un effet de levier qui est plutôt bon, alors souvent on finance 70 en gros, D'accord. Mmh. 70-75. Donc ça veut dire qu'en 3 clics, tu as fait un investissement locatif. Ouais, ouais. Alors certes, tu es pas tout seul, c'est pas toi qui prends les décisions tout seul, mais voilà, donc tu as des avantages et tu as des inconvénients à cette solution, mais la raison numéro 1, ouais, c'est le temps, parce que c'est très rapide. Ouais, ouais, bien sûr et puis après, soit tu pas forcément décisionnaire et très, très actif dans la société, mais le côté passif peut correspondre pour beaucoup qui, comme tu le dis, hein, la notion de temps, on a tous des vies de dingue, courir à droite à gauche, rentrer le soir, aller chercher les enfants à l'école, à la crèche dans laquelle on aura pu potentiellement, investir, donc ça, c'est intéressant aussi. Ouais. La position de dire: «Tiens, je bénéficie de l'effet de levier», je le vois vraiment, comme une force, parce que le crowdfunding, on entend beaucoup, certainement ce que vous devez proposer également vous, sur les opérations de marchand, où on a, un rendement, par, souvent des titres, d'obligations, on a un rendement en face et cetera. Donc c'est peut-être d'une certaine façon un petit peu plus sécure, mais par contre on bénéficie pas de l'effet de levier bancaire que là, le fait de le proposer, ça peut intéresser, quand même pas mal de monde. Bah, c'est l'effet de levier et surtout on investit vraiment dans l'immobilier. C'est-à-dire qu'on est Mmh mh. propriétaire ensemble d'un actif. Mmh mh. Quand c'est l'obligataire, tu prêtes à quelqu'un, tu as pas investi dans l'immobilier, tu as financé quelqu'un qui va investir dans l'immobilier, donc c'est un petit peu différent. Là, quoi qu'il arrive, alors oui, évidemment, tu as jamais de garantie sur le capital, tu as toujours une perte possible, mais en tout cas, tu as acheté de l'immobilier, donc tu es propriétaire de foncier. Donc
Donc, ça a quand même une valeur quoi qu'il arrive. Ouais, ouais, bien sûr, même si, allez, le marché s'écroule et cetera, il restera quand même, les murs, du tangible, du concret Ouais. et ça a malgré tout, une valeur et ça, oui, oui, c'est indéniable et le fait d'être, voilà, de propriétaire, ça permet, bah, encore une fois, comme tu disais, d'encaisser les loyers et cetera. En termes de rendement, grosso modo, par rapport, aux différentes opérations que vous avez financées, depuis quand? Je sais plus, Baltis Capital, Ouais, 2016. 2016 a été créé. Est-ce que vous avez un retour sur un rendement moyen par rapport aux différentes opérations un petit peu, le retour sur investissement? Et peut-être, j'imagine que là, le fait de proposer en plus avec le levier bancaire, bon, ça a dû exploser un petit peu les chiffres en termes de rendement pour l'investisseur. Est-ce que vous avez un retour là-dessus en termes de chiffres? Ouais, alors sur les actifs, immobiliers en eux-mêmes, le rendement de l'actif, c'est souvent entre 6 et 7. D'accord, ouais. Donc ça, c'est le loyer, c'est le rendement de l'actif, donc c'est le loyer sur le prix d'acquisition. Ça fait généralement 6, on va dire 6 pour faire simple. Donc c'est 6 le rendement de l'actif. Comme tu dis, on met l'effet de levier, donc ça vient booster le rendement. Donc généralement, on passe sur des rentabilités qui vont entre 8 et 12, effet de levier inclus. Donc ça veut dire que, en fait, l'investisseur qui va mettre 1 000 €, dans 6 ans ou dans 7 ans, quand on aura revendu l'actif, c'est comme si, ce qu'il va récupérer, c'est comme s'il avait touché 8, 9 ou 10 par an pendant 6 ans ou 7 ans, quoi. Et du coup, tu parlais également, des plus-values, à la sortie parce que ça peut faire une différence aussi, énorme potentiellement. On voit sur un marché de l'immobilier qui est, on peut dire d'une façon générale, après il y a des grandes disparités, en fonction des zones géographiques, habitation, commerciale, tel type de commerce, mais d'une façon générale est quand même, assez haussier ce marché, immobilier. Quelqu'un qui aurait investi, en 2016, dans une boulangerie à Lille et cetera, est-ce que tu as un retour par rapport à la valorisation, des actifs également? Ouais. Alors nous, on n'est pas obligé d'expertiser les actifs tous les ans, contrairement aux SCPI qui ont l'obligation d'avoir un avis de valeur, une expertise tous les ans. Nous, au départ, donc on va se placer en 2016. Bah, tu vois, on va prendre un exemple. On a acheté une boulangerie, près de Saint-Germain-en-Laye, Mmh. en 2016. On s'était dit qu'on l'achetait pour entre 5 ans et 7 ans. Donc on se pose pas trop la question pendant cette période-là. Là, on va commencer à arriver, à l'objectif, de temps qu'on s'était fixé. Donc là, j'ai fait estimer le local. On l'avait acheté, j'arrondis, mais on l'avait acheté 200 000 € Mmh. et là, l'expertise, c'est 300 000 €. Et oui. C'est quand même une belle plus-value potentielle, hein. Elle s'est pas vendue, mais en tout cas, c'est expertisé à ce niveau-là. Donc si jamais, ça on le vend vraiment à 300 000 €, bah, c'est 100 000 € de plus-value immobilière. On va évidemment les partager au prorata entre tout le monde. D'accord, ouais, super intéressant, ouais. Donc ça veut dire que dans les 8, 9 ou 10 qu'on annonce au départ, on fait pas forcément dans nos BP de plus-value. On dit juste qu'on va revendre au même prix, mais avec une parallèle parfaite avec les loyers qui augmentent. Mmh. C'est aussi une des particularités du bail commercial, c'est que les loyers sont indexés chaque année Mmh. selon un indice et l'indice prend en général entre 1 et 3 par an. Donc nous, on met 1 dans nos BP. Donc on dit que le loyer prend 1 par an et que dans 6 ans, on revend au même prix, mais avec un loyer un peu plus élevé, donc un peu plus cher. Donc on fait juste cette hypothèse-là, sachant que si évidemment il y a une grosse plus-value à 100 000 €, à 200 000 € à 300 000 €, ben, on la partage avec tout le monde en bénéficie. Et donc là, c'est la cerise sur le gâteau et qui vient donc, Ouais. démultiplier encore, ces chiffres, initialement annoncés où j'imagine, oui, vous avez certainement des contraintes, déjà, votre activité doit être régulée et cetera. Donc vous pouvez pas forcément, j'imagine, afficher tout et n'importe quoi. Il faut que ce soit, réglementé, carré, sérieux. Mais oui, oui, j'y vois, la cerise sur le gâteau. En fait, contrairement aux obligations où c'est contractuel, donc tu as du 10 par exemple, bah, c'est contractuel, c'est plafonné à la hausse ou à la baisse. Là, tu es en action. Un peu plus risqué parce que du coup, tu peux avoir un peu moins, mais aussi du coup avoir un peu plus. Donc Mmh. si jamais, ça fait plus, bah, tout le monde se le partage. On est tous actionnaires. Alors Baltis, nous, on est toujours aussi actionnaires dans les projets, donc on a plutôt nous aussi intérêt à revendre, le plus cher possible parce qu'on va aussi en bénéficier. Mmh. Donc s'il y a plus-value, elle est partagée Et ouais, ouais, ouais. et ça dans les BP, on essaie d'être assez prudent, à chaque fois. Alors pas forcément vis-à-vis de l'AMF, mais plutôt vis-à-vis de nous, en disant on veut pas, faire rêver les gens sur des potentielles plus-values énormes, même si on est assez persuadé que le marché, va exploser. On dit voilà, on va faire une hypothèse assez limite pessimiste, mais sachez que s'il y a une bonne plus-value, une bonne nouvelle à la fin, tout le monde en profite. Donc restons prudents et si c'est une bonne nouvelle, tant mieux, quoi. Ouais, c'est pas l'inverse de l'obligation où là on finance de la dette, il y a un rendement et si l'opération qui a été financée cartonne, bah, tant pis, on se limite malgré tout que au rendement annoncé. Que là, il y a des projections, mais vu qu'on est encore une fois actionnaire, bah, si c'est une sortie, beh, Ouais.
c'est forcément partagé. En termes de, alors en effet sur la plateforme, donc moi je me suis créé un petit compte forcément pour voir un petit peu le fonctionnement. Votre site est assez bien foutu, c'est assez agréable. Du coup, vous avez donc là les projets, si je me connecte dessus, euh, donc les derniers projets sont clôturés, etc. On peut investir donc à partir de 1000 euros. euh, Bien au chaud, installé confortablement de chez soi, en 3 clics. Donc simplement à créer un compte, connexion, rentrer ses identifiants, faire son KYC, donner sa carte d'identité, etc. Et de là, on investit. Comment ça se passe en termes de frais, etc. Est-ce que vous avez bien forcément besoin de vivre? Comment vous vous financez, vous rémunérez? C'est quoi un peu le business model de Baltis Capital sur ce type d'opération? Ouais. Alors sur ce type d'opération, donc de commerce, il y a 3 niveaux de rémunération. Il y a des honoraires de montage au départ. Donc nous, Mhm. on prend 5 du montant de la collecte, D'accord, mais qui sont inclus dans des frais d'acquisition au même titre que des frais de notaire, que l'agent immobilier s'il y en a un. Bon, c'est indirect pour l'investisseur. Donc l'investisseur qui a investi 1000 euros, il y a vraiment 1000 euros qui travaillent. d'accord, Donc ça, c'est les 5 du montant de la collecte. Ensuite, chaque année, on prend en gros 5 du montant des loyers pour faire la gestion administrative, la comptabilité, le suivi des travaux, suivi des loyers, tout ce qui est la gestion immobilière du bien, de la SAS, donc 5 annuel. Et à la sortie, on prend 5 du montant de l'éventuelle plus-value, d'accord. s'il y a plus-value. Donc voilà, c'est 5 au début, 5 sur les loyers et 5 à la sortie, pour dire qu'on est là au début, pendant et à la sortie. Sachant que, comme je te disais, on est aussi nous co-investisseurs dans les opérations. Donc on a vraiment un intérêt à bien gérer, à bien acheter, à bien gérer pour que les loyers tombent parce que ça nous concerne aussi, et à bien revendre à la sortie. Donc 5-5-5. Ok, d'accord, ouais, 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 super intéressant. Bah oui, forcément, parce qu'après une SCS, c'est pareil, il faut la constituer. Bon, j'imagine que vous avez soit un groupe de juristes en interne, ou alors vous déléguez sur des cabinets extérieurs, mais dans tous les cas, c'est du boulot. Tous les ans, il y a une comptabilité obligatoire à fournir, etc. Mm. Donc, il y a des frais inhérents à tout ça. Quand tu dis 5-5-5, à la sortie, les 5%, c'est sur la plus-value ou c'est sur l'ensemble de l'opération? Non, non, c'est sur le montant de la plus-value. Ouais. Et ouais, donc c'est pas tout à fait 5%, c'est beaucoup moins par rapport. C'est beaucoup moins, oui, oui. Non, je veux dire, c'est le chiffre 5, c'est 5 de la collecte, 5 des loyers et 5 de la plus-value. Ouais. Ouais, 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 ouais. Donc, bah, c'est ce qui permet vous avez également un intérêt à travers ces frais que l'opération se passe bien et qu'il y ait le maximum de plus-value. Ouais. Et donc, c'est un petit peu, voilà, c'est le type de business model un peu gagnant-gagnant qui me plaît à titre personnel assez. Et tu vois, tu parlais des investisseurs un peu passifs. Hmm, Nous, on essaye de les rendre un petit peu actifs, où dès qu'il y a une grosse décision à prendre sur le projet, c'est eux qui votent. Donc s'il faut vendre, bah, c'est pas nous qui allons décider de vendre, hein, c'est eux qui décident. S'il y a des gros travaux à faire, s'il faut changer de locataire, s'il faut finalement distribuer les dividendes parce qu'on a beaucoup de trésorerie, c'est eux qui décident. Donc nous, on a un système de vote en ligne où d'accord. dès qu'il y a un sujet, on les fait voter, ils cliquent oui, non, abstention en 3 secondes, ça fait un résultat et en fonction, on applique ou pas la décision. Donc on essaye de, ils sont passifs parce qu'ils sont pas, s'ils veulent rien faire, qu'ils sont à l'autre bout du monde, ils font rien. Mais s'ils veulent un petit peu s'impliquer dans la vie du dossier, ils peuvent le faire en votant une fois ou 2 fois par an, enfin au moins une fois pour valider les comptes chaque année et une deuxième fois s'il y a un sujet de vente ou de travaux ou autre. Ouais, il y a quand même un lien avec la communauté d'investisseurs qui prend part au projet pour voilà, et sans pour autant organiser des assemblées extraordinaires, des assemblées générales extraordinaires tous les 4 matins où il faudrait se déplacer, etc. Ça pourrait être contraignant et des fois un peu chiant aussi, c'est âgé. Ouais, ouais. Là, ça se fait en ligne, ça se fait bien, etc. Ok, ouais. On essaie d'avoir toujours une approche très pédagogue, pas avec des grands textes où on comprend pas grand-chose. On leur dit voilà, le local, par exemple là sur le sujet de la boulangerie qu'on va peut-être vendre, je vais les consulter la semaine prochaine. Je vais leur dire voilà, on l'a acheté tant, a priori ça vaut tant. Si on vend un temps, voilà combien vous allez récupérer. Vous avez mis, je sais pas, 5 000 euros, vous allez en récupérer 7. Mhm. Si on vend, c'est à mon avis, c'est pour mars-avril. Est-ce que ça vous tente, oui ou non, quoi? Ouais, ouais, ouais. Et on dit oui ou non, ou oui, mais minimum 300 000 euros l'actif, ou minimum 280 parce que sinon, je pense qu'il faut le garder. On lance le sondage, et en fonction du résultat des votes, on mettra en vente ou pas, quoi. Ok, ouais, ouais, ouais. Depuis 2016, vous avez financé grosso modo combien de commerces actuellement On a financé une trentaine de commerces, Ouais, avec 3 zones géographiques privilégiées qui sont Paris-Île-de-France. ok. On doit avoir un bon tiers Paris-Île-de-France, un bon tiers dans le nord, parce que moi je suis lillois, j'habite à Lille, donc c'est vrai que c'est plus facile pour sourcer et pour gérer. Et l'autre tiers, c'est un petit peu partout en France, mais beaucoup dans le Grand Ouest.
Nous, le Grand Ouest, c'est l'axe Le Havre-Bordeaux. OK, Donc c'est Le Havre, Caen, Rennes, Nantes, Vannes, Lorient et jusqu'à Bordeaux. d'accord. Vous avez déjà financé des biens sur Poitiers? Non, mais mon associé, Clément Dornier, est originaire de Poitiers. Ah cool. Donc je sais que lui investit, beaucoup à Poitiers, mais on n'a pas encore trouvé d'actifs à Poitiers, mais ça fait partie des villes qu'on regarde, donc si tu nous trouves un petit dossier, on peut regarder. Ouais, ouais, bah, avec, avec grand plaisir, il y a des choses qui se passent, c'est assez intéressant. C'est vrai que les villes sont actives, sont vivantes et il y a une transformation. On voit, n'importe quelle ville de son enfance, on y retourne comparer ce que c'était il y a 10 ans, 20 ans et cetera et c'est en évolution et c'est intéressant donc Ouais. avec grand plaisir parce qu'il y a des choses à faire, ouais. Ouais et puis on essaie nous de vraiment de recréer du lien entre l'investisseur et le locataire ou alors pas dans tous les commerces, parce que c'est compliqué, mais dans certains d'entre eux, tous ceux qui ont investi dans un projet, Mmh ils ont souvent une réduction quand ils vont consommer dans le commerce dans lequel ils ont investi. et ouais, top, ouais. Je donne un exemple, la toute première opération qu'on avait faite, c'est une poissonnerie à Lille. Tous ceux qui ont investi dans cette poissonnerie, ils ont 10 de réduction quand ils vont faire leurs courses. Donc ça change un petit peu la manière dont on appréhende l'investissement en disant: «Bah, finalement, je vais aller discuter avec mon poissonnier, je vais aller voir comment il va, je vais lui poser des questions et je vais me sentir un peu plus chez moi». Je vais peut-être évidemment faire plus mes courses dans le commerce dans lequel j'ai investi pour qu'il marche un peu mieux, pour qu'il paye un peu mieux aussi ses loyers derrière. Donc on change un peu la dimension, l'investissement, c'est pas des tableaux Excel et des chiffres, c'est aussi de l'humain derrière, c'est aussi, c'est des rencontres, c'est discuter avec des locataires, c'est, comprendre un peu ce qu'ils font, c'est, aller les voir, aller, rentrer dans la boutique, et remettre un petit peu d'humain dans l'investissement et ça, moi, ça me plaît énormément et ça plaît aussi aux investisseurs, ça plaît aussi aux locataires qui voient peut-être des nouveaux consommateurs qui arrivent et qui sont plus à dire, «Bonjour, je veux ça, merci, au revoir». Bon, bah, comment ça va? Et cetera. Donc on recrée un peu d'humanité et ça marche assez bien. Donc on essaye de faire des réductions comme ça chez certains commerçants. Alors évidemment, on ne peut pas le faire chez tous, hein. On ne va pas le faire chez La Poste ou dans les banques qu'on achète ou dans une crèche, mais quand c'est des commerces de proximité type boulangerie, poissonnerie, là, on a fait un restaurant dans le 9e. Un restaurant dans le 9e, ils vont avoir, tous, donc on est en train de finaliser parce qu'on vient de l'acheter. Est-ce que c'est 10 ou est-ce que c'est un premier déjeuner offert pour la communauté? Donc en tout cas, on veut recréer du lien avec les commerçants et les commerçants, on leur propose aussi à chaque fois d'investir dans la collecte, forcément. Et oui. Quand on lance un projet, on va voir le commerçant, on dit: «Voilà, on est en train de racheter les murs de votre boulangerie. Sachez que vous pouvez, investir dans la collecte, vous avez le droit, ce qui vous permettra indirectement de récupérer les loyers que vous payez». Parce que Mmh du coup, si vous prenez 10 de la collecte, 10 des loyers reviennent chez vous. Donc ça, on le fait. Donc on en a peut-être pas beaucoup, on en a peut-être 3-4 qui l'ont fait. Mais c'est quand même bien d'être aligné avec son locataire parce qu'il investit, donc les intérêts de tout le monde sont alignés. Du coup, on imagine qu'il va aussi payer ses loyers parce que il se les paye aussi à lui-même. Et ensuite, on essaie d'intégrer tous les acteurs du projet dans l'opération, que ce soit l'agent immobilier, que ce soit les notaires, les banquiers, l'assureur. On essaie de dire: «Voilà, sachez que vous avez tous, le droit d'investir». Alors les notaires, c'est compliqué, ils n'ont pas trop le droit d'investir dans les projets sur lesquels ils travaillent. Ouais. Mais les autres, on leur dit, c'est ouvert à tout le monde, si le projet est vraiment bien, si vous l'avez financé au niveau de la banque ou si vous voulez l'assurer, au niveau assurance, propriétaire, sachez que vous pouvez aussi investir dans la collecte. Et on a même réussi à faire investir des vendeurs. On a vu des vendeurs qui vendaient un petit peu à contrecœur. On leur a dit: «Bah, sachez que vous pouvez réinvestir et garder un petit bout de ce bien». Et on a eu 3 dossiers dans lesquels les vendeurs, ont remis, une petite participation dans le dossier à hauteur de 10 ou 15 pour garder un petit peu la main. Ce qui nous rassure s'il la met dans la collecte, c'est-à-dire qu'il vend, pas parce qu'il y a un problème, mais juste parce qu'il a besoin de vendre. Et s'il y a un sujet technique sur le bâtiment ou autre, on sait qu'il connaît bien l'immeuble. Donc c'est sympa d'avoir aussi des vendeurs dans la collecte. Ouais, ouais, bah, super intéressant, le fait, voilà, de faire participer un petit peu tous ces acteurs, de les rendre proactifs et d'essayer de créer comme ça ce cercle vertueux et de remettre un petit peu d'humain, au cœur de la finance. Moi, sur le podcast de La Bonne Fortune, bien sûr, on évoque, différents types d'investissements. À titre personnel, je suis curieux, j'aime bien les cryptoactifs et cetera et cetera. Mais le fait de se recentrer sur du tangible, d'investir avec du sens et de participer en quelque sorte à l'économie réelle et de remettre comme ça l'humain, du lien, à travers tout ça, je trouve ça super intéressant. Donc félicitations pour ça. Est-ce que vous prenez également, vous proposez ou c'est à l'étude des prises de participation quand c'est comme ça, même dans l'activité du commerce qui se crée
est-ce que c'est à l'étude? Est-ce que vous le proposez? Comment ça se passe là-dessus? Parce que des fois, ça peut être intéressant, plutôt que de simplement acheter les murs, louer, au boulanger, on va rester sur la boulangerie, peut-être faire, une location, un peu peut-être diminuée, en contrepartie d'une prise de participation, dans la boîte, du locataire. Ouais, j'aimerais bien, hein, ce serait super en termes d'alignement d'intérêts et aussi d'aventure, sauf que nous, la particularité, c'est qu'on achète des locaux qui sont déjà occupés. Eh oui. Donc il y a déjà un locataire en place, il y a déjà un bail qui est en cours. Donc en fait, le dossier, il tourne déjà. On pourrait l'imaginer si jamais le locataire part, qu'il y en a un nouveau qui arrive, de se dire, bah, dans le nouveau, on va effectivement prendre une participation. Mais après, c'est un autre métier, c'est une autre stratégie d'investissement, c'est d'autres risques, c'est plus de l'immobilier, donc c'est moins notre savoir-faire aussi. Ça pourrait être une idée, mais on mélange un petit peu tout là, je pense. On n'est plus trop sur l'investissement immobilier, assez clair. Ouais. Voilà, on l'a jamais fait, on n'a jamais vraiment creusé, mais pourquoi pas pour continuer un peu ce cercle un peu vertueux. Au gré des opportunités futures, ouais, ouais. Non, mais dans le commerce, par contre, tu as des mécanismes aussi un peu différents où tu mets parfois un loyer plus bas Mmh. et tu dis: «Par contre, si, je prends un pourcentage de votre chiffre d'affaires Eh oui. ou si votre chiffre d'affaires dépasse tel montant, vous payez tant un peu de loyer en plus». Donc vous êtes indexé, sur le chiffre d'affaires du commerçant. Donc D'accord, comme ouais, ça, dans s'il de marche très bien, il peut se permettre de payer un peu plus de loyer. S'il marche moins bien, bah, on le fait pas non plus trop souffrir et on prend un peu moins de loyer. Ça se fait pas mal aussi. OK, d'accord, et donc ça, c'est par exemple dans des clauses, du bail, Ouais. OK, d'accord, ouais, où tu parlais tout à l'heure, de cette liberté d'écriture, sur le bail commercial. Ouais, c'est intéressant, ouais, en effet, de corréler, ou en tout cas de mettre des clauses sur la performance, et voilà, c'est encore une fois, c'est du gagnant-gagnant. Si Mmh. l'activité est un petit peu juste, ben, ça permet d'éviter le dernier coup de massue, et à l'inverse, si ça cartonne, etc., parce que vous avez accompagné, mais dans des bonnes conditions, vous participez également en tant que propriétaire du local, ben, c'est du gagnant-gagnant, vous recevez les fruits de ça, ouais. Très très intéressant, ouais. J'avais pas cette idée en tête, tu vois, d'où l'intérêt, encore une fois, d'écouter des podcasts, pour le coup, d'être proactif, et on en apprend tous les jours, c'est top. À titre personnel, quelles sont, toi, les classes d'actifs, sur lesquelles toi tu investis? Et attends, je te poserai la question juste après, mais juste avant, pour finir avec un petit peu, donc Baltis Capital et la solution que vous proposez sur la prise de participation, etc. Donc tu parlais des frais, des conditions d'entrée, etc. Est-ce que pour les auditeurs, les auditrices de la bonne fortune qui nous écoutent aujourd'hui, tu pourrais peut-être proposer une petite offre, quelque chose? C'est bientôt Noël en plus, à l'approche des fêtes, ça pourrait être bien cool. Bah, carrément, nous, on a une offre de parrainage, donc on peut faire un parrainage, plus large pour les auditeurs de la bonne fortune. On peut faire alors c'est pas un code promo, mais un code promo, code parrainage, donc avec le code, LBF, donc la bonne fortune. Si vous vous inscrivez sur le site, que vous mettez ce petit code, vous aurez 100 € offerts à votre premier investissement, sachant qu'on peut rendre ça valable jusqu'au 31, enfin jusqu'à fin janvier. Sachant que d'ici fin janvier, on aura normalement, bon, des opérations de marchand de biens qui vont sortir et normalement, on s'est positionné sur un Franprix dans les Hauts-de-Seine. Donc la collecte devrait être lancée en janvier. Donc pour tous ceux qui veulent investir dans un Franprix, dans les Hauts-de-Seine, à mon avis mi-janvier, on fera cette petite offre de promo, 100 € offerts, bah, si vous souscrivez. C'est plus qu'une petite offre, c'est une belle offre de promo, et qui en plus, beh, merci, parce que tu la proposes jusque fin janvier, donc même après Noël, donc ça sera les fêtes pendant 2 mois. Merci beaucoup, Ouais. Alexandre. À titre personnel, donc du coup, toi, tu investis sur quel type de classe d'actifs? Bon, j'imagine, bon, tu es le premier investisseur de ta boîte, personnellement. Tu investis, toi-même, à travers ta boîte, dans les projets que tu proposes, aux différents investisseurs. Mais toi, personnellement, est-ce que tu fais de l'immobilier locatif? Est-ce que tu es sur les marchés financiers? Tu achètes peut-être de l'or, des cryptoactifs? Heu, Quelles sont tes petites classes d'actifs, préférées, si tu en as? Ouais, ouais, alors j'investis dans pas mal de choses. Sur la partie immobilier, bah, j'ai acheté ma résidence principale. Je pense que Mmh. c'est quand même une bonne stratégie, moi je suis plutôt pro, investissement en résidence principale parce que, pour le confort, la sécurité, l'effet de levier, la plus-value non taxée à la revente et cetera, donc je pense que c'est quand même bien d'acheter sa résidence principale.
jamais fait du coup d'investissement locatif dans le résidentiel OK. parce que j'ai pas envie en fait de gérer des étudiants, des jeunes, etc. Et je trouve que c'est trop complexe à gérer, c'est un peu trop d'emmerde. Donc je fais que l'immobilier professionnel, donc que des commerces. Donc soit je le fais au travers de Baltis, donc je mets moi des participations dans plusieurs projets à titre perso parce que c'est facile, c'est rapide. Je mets 2000, 3000, voilà, je mets un petit peu, pas dans toutes les opérations, mais j'essaye dans pas mal. On n'en a pas parlé, mais les opérations sont aussi éligibles au PEA et au PEA-PME. Donc ça, c'est des particularités aussi, c'est qu'on peut investir dans l'immobilier via son PEA et du coup avoir une fiscalité quand même très adoucie. Donc c'est vrai que j'utilise pas mal mon PEA pour investir dans les opérations de Baltis. Donc voilà, j'investis dans beaucoup de projets de Baltis Commerce. Je fais aussi des petits, qu'on appelle des petits club deals avec des amis, mais on achète des commerces derrière. On a acheté avec 3 copains, on a acheté une petite pharmacie à Lille, on a acheté une agence immobilière aussi à Lille. Donc je suis plutôt à investir près de chez moi, en tout cas dans des villes que je connais, dans des quartiers que je connais, parce que je suis rassuré, parce que je connais l'emplacement, et parce que s'il faut gérer une urgence, je suis pas très loin, parce que la banque, elle aime bien financer aussi des projets localement, donc pas trop loin. Donc ça, c'est sur les classes actifs. J'ai aussi investi dans des CPI sur 2 verticales, l'immobilier de santé, parce que je pense que c'est OK. clairement une classe active très résiliente, qu'on aura toujours besoin de se soigner. Je pense que Google ne va pas nous rendre immortels tout de suite, donc il y a un peu d'avenir encore pour la santé. Et la logistique aussi. La logistique, parce que je pense que c'est le pendant de l'avenir du commerce. Je pense que les commerces ont l'avenir, c'est vraiment d'être en cœur de ville sur des petites surfaces, mais avoir des entrepôts en périphérie qui viennent te livrer rapidement. Et si tu vois un exemple, moi, que j'aime bien, c'est celui de Decathlon, qui ouvre des Decathlon City de plus en plus dans les cœurs de ville, où Mmh. tu peux pas acheter, c'est juste un espèce de showroom. Tu commandes un peu dans la boutique et le temps que tu rentres chez toi, le colis il est déjà arrivé. Donc c'est pour ça que je pense que le commerce de demain a besoin d'un petit entrepôt tampon en périphérie. Donc c'est pour ça que je crois beaucoup à la logistique urbaine. Donc ça c'est pour la partie immobilier. Ensuite, moi j'ai pas mal investi il y a 4-5 ans dans les cryptos. En 2000, ouais, c'est ça, en 2017, où les gens me prenaient un peu pour un fou, mais je me suis dit, c'est quand même une nouvelle façon de consommer qui va arriver pour payer, pour investir, pour acheter. Donc, je m'en suis plutôt bien sorti financièrement et du coup, je suis basculé pas mal sur les NFT depuis janvier, depuis, on va dire 1 an. Cool. Donc j'en ai acheté, j'en ai même créé. J'ai créé des NFT Matière Lire, le podcast que je gère, mais c'est pas un grand succès pour l'instant, mais bon, j'ai au moins créé pour voir un peu ce que c'était, comment on crée des NFT, comment on les met en vente et comment on réussit à les vendre. Ça, c'est la dernière étape que j'ai pas encore réussi. Euh, voilà, et après ça, sur tout ce qui est financier, je le fais pas trop parce que ça me parle un peu moins. Alors, j'ai investi dans quelques actions type Tesla, Netflix, Disney, euh, donc des boîtes qui me parlent, mais investir dans les plus grosses boîtes du CAC 40, etc., des titres cotés, ça me parle moins parce que tu as moins d'impact. Enfin, c'est moins parlant d'investir chez Sanofi, par exemple, parce que tu as l'impression d'être une mini goutte d'eau. Ouais. Et tu sais que tu vas pas faire x10 non plus. Donc je suis plutôt soit des jeunes boîtes américaines qui me parlent parce que je suis consommateur de leurs produits. Et la dernière étape, moi, j'investis par contre beaucoup dans les startups. Je fais beaucoup de private equity, donc plutôt des jeunes boîtes qui se lancent, plutôt dans l'écosystème financier et immobilier, parce que je connais un petit peu, donc j'ai un plus de regard là-dessus. Mmh. Et donc j'ai dû investir dans une dizaine de boîtes startups françaises qui étaient vraiment en mode Friends Family ou en amorçage. Et justement, c'est une activité, je pense qu'on va lancer chez Baltis enfin l'année prochaine, pour financer des startups qui sont soit dans tout ce qui est health tech, donc la santé, PropTech, FinTech et FoodTech. Donc en gros, c'est Yes. l'immobilier, la food et la santé. Donc c'est 3 domaines moi, qui me plaisent déjà à titre perso. Je pense qu'ils ont de l'avenir. Et du coup, on aimerait bien proposer sur la plateforme Baltis aussi des opérations pour financer les startups. Et ouais, super. Donc ouais, on voit cette culture, assez large, assez riche sur, tous ces pans d'investissement, les différentes classes d'actifs, une volonté de diversification, de curiosité. Et le dernier point, je ne sais pas si tu connais, sur la partie assurance vie, j'ai un peu investi dans Nalo. Ouais. Donc Nalo qui fait de l'assurance vie, mais qui fait par projet. Donc ça veut dire au lieu de te faire une allocation assez classique dans ton assurance vie, tu dois répondre à pas mal de questions sur toi, quel âge, nombre d'enfants, etc. Mais sur ton projet de vie. Et sur ton projet de vie, c'est de préparer ta retraite, c'est d'acheter une maison résidence secondaire, c'est payer des études pour tes enfants. Et en fonction de ton projet, eux te font une allocation d'actifs très sur mesure en fonction de ton projet à toi. Donc moi, j'ai bien aimé cette approche
d'investissement par projet, ils appellent ça par objectif. Donc raconte-moi un peu qui tu es et ce que tu veux faire et je vais te dire dans quoi tu dois investir et pas l'inverse, quoi. Ouais, ouais, c'est un peu plus sympa que juste le simple questionnaire du profil de risque. Est-ce que tu es fonceur ou prudent, et cetera, et cetera. Et là, c'est vraiment en fonction de tes projets. Ah bah, tu vois, s'ils ont 1000 clients, ils ont 1000 allocations différentes parce que, personne n'est pareil. Mmh. On peut pas être dynamique tous les 2. On n'a pas le même âge, on n'habite pas dans la même ville, on n'a pas les mêmes projets et donc on ne devrait pas avoir la même allocation d'actifs. Donc, Et ouais, ouais, bien sûr, ouais. le Mmh. faire par objectif, je trouve ça beaucoup plus sain. Donc c'est pour ça que j'ai un peu investi chez eux, ouais. D'accord, ouais, donc chez Nalo, OK. Tu en as parlé, justement là sur, les NFT, donc tu as créé avec, donc tu l'as évoqué, je le rappelle, hein, tu es également, parce que tu as multifacette, tu as 150 000 vies, mais tu as également, lancé un excellent podcast, donc Matière Lire, sur l'ensemble des finances personnelles, hein. On est, grosso modo sur les mêmes thématiques. Tu as eu des invités vraiment, de dingue aussi. J'ai adoré, j'ai écouté, l'épisode avec, Cavissima, le Ouais, fondateur de Cavissima, c'était vraiment top. avec Thierry Godet, ouais, sur l'investissement dans le vin, ouais. Yes, yes, yes. Et du coup, sur les NFT, donc ça me fait la transition sur la technologie de la blockchain par rapport à tous les services que vous proposez aujourd'hui. Donc, la prise de participation, donc là, c'est la souscription, encore une fois, des actions, etc. Merci encore une fois d'avoir rappelé que c'est éligible PEA, PEA, PME, parce que c'est Ouais. encore super puissant, parce que ça démultiplie sur la fiscalité. On a pu faire des épisodes là-dessus, d'ailleurs, avec, je pense que c'est un de tes amis, Clément Francôme, sur le PEA, PME, Ouais. UTO4. On bosse avec eux. D'ailleurs, on les remercie parce qu'ils nous facilitent quand même beaucoup la vie, parce qu'ils digitalisent toutes ces souscriptions via le PA-PME qui est quand même très, très complexe et très, archaïque au niveau des banques et grâce à eux, on gagne du temps et l'investisseur gagne du temps, les banques gagnent du temps, donc c'est vraiment un super outil. Nous, on les suivit depuis très longtemps. On avait vraiment envie qu'ils y arrivent parce que, on savait qu'ils allaient un peu transformer tout ça et là, c'est en train de vraiment bien marcher donc Clément, je te remercie encore une fois, comme à chaque fois que je peux le faire pour cette solution qui nous est vraiment très utile. Et ouais, ouais, parce que encore une fois, bon, après il y a l'épisode qui est disponible, mais il met en relation et les banquiers, et les investisseurs et les plateformes, comme la tienne qui proposent, ces solutions et ça facilite le travail pour tout le monde parce que c'est vrai que l'intégration des titres non cotés dans un PEA ou PEA-PME, ça peut être un peu le parcours du combattant pour certaines banques. Je peux citer par exemple Boursorama où c'est vraiment une galère. Je peux me permettre de le faire. Après, je veux pas qu'ils me tombent sur les doigts, hein. Moi, j'ai pas de bisbille avec eux. Pour le PEA classique sur les actions, ils travaillent de façon vraiment remarquable. Ils sont reconnus, mais pour l'intégration des titres non cotés, c'est une galère. C'est une galère et c'est très cher aussi. Enfin, Mhm. généralement, quand c'est une galère, forcément, c'est cher Mhm. parce que du coup, eux, ça leur prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, donc ils prennent des frais assez élevés pour essayer d'amortir ce temps. Et à l'inverse, tu vas avoir Before Bank, qui est aussi une banque en ligne d'un grand groupe. Eux, c'est carrément l'inverse. Ils sont ultra réactifs, ultra facilitateurs et du coup, beaucoup moins chers pour les Exactement, titres ouais. non cotés. Ouais, ouais, Donc, ouais. Je suis en train de migrer mon PEA, PME chez eux sans leur faire de pub, mais avec grand plaisir. Je suis en train de migrer pour exactement tout ce qu'on a évoqué. Et donc du coup, c'est NFT pour y revenir. Donc cette technologie de la blockchain, quelle est ta vision là-dessus? Donc tu bosses avec la solution que propose Clément, Utocat et Catalyseur. Est-ce que en interne vous intégrez ou vous pensez intégrer ces solutions? Qu'est-ce que pour toi la blockchain va pouvoir apporter dans tout le secteur de l'immobilier commercial ou autre et sur ton business? bah, moi, je pense que la blockchain, ça a un super avenir pour la partie immobilier, Mmh. parce qu'on voit le temps et l'énergie qu'on prend pour récupérer des documents, pour que les notaires même puissent récupérer des documents. On a souvent un délai d'un mois entre le moment où on décide d'acheter et le moment où on signe la promesse. Mmh Et en mh. fait, ces un mois-là, c'est juste récupérer les documents, récupérer le titre de propriété, récupérer l'hypothèque, récupérer, un tas de documents, un nombre de documents qui est de plus en plus grand. Et donc, moi, je serais très favorable à ce que les notaires utilisent cette technologie pour stocker les documents de manière très, quasiment publique, où en fait, on n'a pas à essayer de récupérer des scans, des documents, demander à la mairie, demander, aux banques, demander aux vendeurs et au fait, le PV d'AG, il est où? Et en fait, si tout était enregistré, on aurait juste à les piocher dans les documents. Il y aurait en termes de sécurité, pas de falsification, pas de modification des documents. Ils seraient dispo tout de suite. Donc on gagnerait déjà un temps fou pour pouvoir signer plus rapidement. Et c'est tout l'enjeu de l'immobilier qui est quand même très très lent, hein. Donc on disait, hein, pour acheter, c'est 4, 5 mois, 6 mois. Et moi, j'aimerais bien que demain, l'immobilier, on puisse acheter en un mois, voire même en une semaine. Et en fait, tous ces délais un peu incompressibles, c'est parce que il y a de la paperasse, il y a des intervenants. Il faut aussi purger les DIA. Donc, quand on achète, on doit quand même demander aux mairies si elles sont prioritaires pour acheter. Elles ont 2 mois pour répondre.
il faudrait qu'elles aient 2 heures pour répondre. Comme ça, on pourrait acheter de l'immobilier et de le rendre beaucoup plus liquide. Mmh. Et c'est aussi une force qu'on a chez Baltis, c'est que quand tu as investi dans un projet, il y a peut-être, je sais pas, 50 personnes. Si toi, tu veux revendre ta part, tu peux la revendre en 24 heures ou 48 heures à quelqu'un qui te la rachète. Versus si tu es tout seul et que tu veux vendre ton studio ou même ta boulangerie, si tu l'as acheté tout seul, bah, tu reprends 3, 4 mois, 5 mois, voire 6 mois. Et je pense que la blockchain est là pour faire accélérer les process d'achat et de vente sur un secteur qui est le plus long. Autant les actions, ça prend quelques secondes, les obligations, ça va aussi très vite. Mais alors l'immobilier, c'est le pire, ça prend des mois et des mois, quoi. Mmh mh. Donc, moi, je pousse les notaires à vraiment, et les banquiers aussi, à passer le pas de la blockchain pour faciliter tout ça, ouais. Il y a encore beaucoup de réticence, de la part de certains banquiers. Alors, est-ce qu'ils ont ce discours en façade, pour éviter de pousser sur l'investissement des cryptoactifs? Ou alors est-ce qu'ils sont complètement déconnectés de cette nouvelle technologie qu'est la blockchain? Je ne sais pas, mais c'est vrai que ça serait intéressant que chacun emboîte le pas. Mais il y a quand même, pour avoir, également réalisé des émissions sur le podcast avec de notaires, il y a quand même une sensibilité, il y a quand même un œil, une curiosité qui est là, qui est présente. Et je pense que ça avance malgré tout dans le bon sens, et même en France, même si bon, des gens comme toi, entrepreneurs, multi-entrepreneurs, etc., on aimerait forcément que ça aille beaucoup plus vite et que ce soit beaucoup plus smart pour tout le monde, mais voilà. Ça arrive doucement, hein, et je pense que le confinement a bien aidé Mm, aussi à mm, ça. mm, Moi, je me rappelle en 2016 quand je créais les premières sociétés, il fallait que j'aille au greffe déposer, une liste de documents pas possible en main propre. mm. Aujourd'hui, tu signes un DocuSign et tu le mets sur Infogreffe et tu as ton cabis 48 heures après. Donc il y a quand même ça bouge quand même, le greffe, ils sont maintenant bien digitalisés. On peut signer aussi maintenant, chez le notaire des actes à distance, Ouais, donc ouais, c'est ouais, quand bien même bien sûr. aussi. En visio ou même en DocuSign, on fait des procurations DocuSign, c'est accepté. Les banques, on commence à pouvoir ouvrir des comptes en banque, tu vois? Je prends souvent l'exemple de Conto, qui est vraiment génial. Tu peux ouvrir un compte bancaire en 24 heures, tu fais juste une photo que tu envoies par SMS, souvent de ta carte d'identité et hop, ton compte, il est ouvert, quoi. Ouais, ouais, Donc ouais. on voit que ça avance quand même, hein, ça avance bien, et je pense que le confinement a bien aidé sur les signatures à distance, et digitales. Nos amis les comptables, c'est pareil, ils proposent de plus en plus, de solutions, digitalisées où on peut, intégrer les factures et cetera, et enfin voilà. C'est Ouais. vrai que l'administratif et ses délais, de temps en temps, surtout, comme tu le disais sur l'immobilier, c'est un petit peu le pendant, et c'est peut-être pour ça aussi que, encore une fois, l'immobilier commercial, ça peut faire peur parce que, hem les chiffres exacts, je les ai pas, mais il doit y avoir 60% des Français qui sont propriétaires de leur résidence principale, et simplement, dans les propriétaires, peut-être que 10 ou 20% qui ont un bien locatif. Et alors, un bien locatif commercial, je ne sais pas si tu as des stats, mais il y a beaucoup, 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 beaucoup moins de monde, et du coup, c'est un peu méconnu, et le fait que ce soit, pas forcément, accessible, un petit peu long, ça n'encourage pas. Donc, encore une fois, beh, chapeau et félicitations, merci pour, ce que tu proposes, à travers ton offre, parce qu'encore une fois, pour la résumer, à partir de 1 000 euros, on peut être propriétaire d'une partie des murs, d'un commerce, une boulangerie, une crèche, et cetera. On a une prise de participation au sein de la société, qui va être créée donc pour acquérir ces murs. C'est éligible, le cas échéant, PEA, PEA, PME, en 2 clics, et on a ce rendement, tout au long, et on bénéficie à la sortie, de la plus-value. Merci également, pour, ta transparence sur les frais qui sont indolores, entre guillemets, pour l'investisseur qui, dès lors qu'il investit 1 000 euros, il y a bien ces 1 000 euros qui travaillent. Mais on rappelle donc 5% à l'entrée, 5% de frais de gestion tout au long de la vie du commerce, la gestion du commerce, de la société, etc., les différents frais, et 5% uniquement sur la plus-value, à la sortie. Donc ouais, cool. Je t'ai posé une petite question, pour préparer cette émission. Si tu avais une petite citation, coup de cœur, un petit mantra que tu aimes bien, que tu te répètes, et que tu voudrais partager aux éditeurs, aux auditrices de la bonne fortune qui nous écoutent, aujourd'hui, Alexandre. Ouais. Non, c'est une citation, enfin, c'est oui, une citation que j'ai entendue il y a quelques jours qui m'a bien plu. C'était, «Quand il y a des doutes, il y a plus de doutes», et en fait, c'est ce qu'on essaye de s'attacher chez Baltis, c'est dès qu'il y a un dossier qu'on sent pas trop, en fait, on a déjà la réponse. Donc en fait, si on se pose la question sur: «Est-ce que l'investissement est vraiment bien?» Et si on hésite à répondre «oui», bah, c'est qu'en fait, c'est non. Donc il faut tout de suite éliminer. Je pense que des opportunités d'investissement, il y en a régulièrement. Parfois, on passe à côté de très belles affaires, bah, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Mais parfois, on a, réussi à éviter des mauvaises affaires parce qu'on a eu un doute, et dans ce cas-là, il y a pas de doute, tant pis, on passe au suivant et il y en aura d'autres, quoi. Et on a atteint une taille critique maintenant chez Baltis où on n'est pas à un dossier prêt, et si on n'en fait pas un, bah, c'est pas grave. On n'a pas justement cette stratégie un peu comme les SCPI qui ont des obligations d'investir, rapidement. Nous, s'il y a pas de projet, bah, tant pis, il y a pas de collecte, c'est pas grave, quoi. Ouais, ouais, Donc on ouais. essaie
de vraiment faire moins de dossiers, mais d'avoir des fortes convictions à chaque fois qu'on en fait un. Ouais, bien sûr, ouais. Vous êtes combien de collaborateurs chez Baltis? Là, on est 8 personnes, on a le bureau à Paris et en fait, dans les 8, en fait, on a un peu coupé l'équipe en 2. Il y a une partie qui fait plutôt la partie immobilier, donc le Ouais, sourcing, l'acquisition, la gestion des actifs et l'autre partie qui fait plutôt la partie investisseur, donc recherche d'investisseurs, partenariat, communication, marketing et cetera et l'idée, ok, c'est ouais. évidemment de croiser, l'investisseur et le projet sur la plateforme à un instant T. Donc c'est les 2 grands versants. D'accord, et depuis donc 2016, vous êtes développé, vous avez fait des levées de fonds, comment vous êtes développé jusqu'à aujourd'hui? Non, bah, jusqu'à aujourd'hui, on n'avait jamais levé de fonds. J'étais tout seul et je m'étais dit que j'allais avoir la même stratégie, que la stratégie d'acquisition des actifs, donc du long terme, du patrimonial. On va y aller doucement mais sûrement. On va pas faire x10, mais parce que les actifs qu'on achète vont jamais faire x10 non plus, hein, ça reste de l'immobilier, assez classique. Donc c'était plutôt une vision long terme, doucement mais sûrement. Et il y a quelques mois, j'ai voulu aller accélérer un petit peu plus, notamment sur, l'ouverture de d'autres classes d'actifs. Donc on a Ouais, parlé du promoteur marchand de biens, certainement du private equity startup qui va arriver prochainement. Donc j'ai fait rentrer, Magellim au capital, donc Magellim qui détient, Foncière Magellan, dans laquelle je travaillais avant, qui a pris une participation dans notre activité parce qu'on a des convictions assez fortes. Eux, ils font que des produits d'investissement qui arrivent à allier performance et sens, donc sur la santé, sur l'ISR, etc. Donc on était assez alignés sur la vision de demain. Donc ils ont pris une participation, ce qui nous permet d'aller un peu plus vite, d'accélérer et d'avoir pas mal de perspectives sur 2022, sur d'autres solutions d'investissement. d'accord, ouais. Vous n'avez pas de levée de fonds public qui est à l'étude à l'heure d'aujourd'hui, ouais. Non, mais si tu veux investir via ton PEA, on peut voir ça avec Clément et trouver une solution. Avec grand plaisir, on verra ça avec grand plaisir. Bah, écoute, merci pour tout. Où c'est qu'on peut te retrouver, te communiquer? Donc, bah, forcément sur le site Baltis Capital, Ouais. Baltis, Baltis. De toute manière, comme d'habitude, il y aura tous les liens dans les notes de l'épisode. Sinon, pour communiquer sur LinkedIn, tu es présent? Ouais, plutôt sur LinkedIn, ouais. Ouais, plutôt sur LinkedIn, ouais. Sur le site, alors sur le site, il y a même un petit chat sur lequel on peut parler, et c'est des humains qui répondent, hein. C'est souvent moi ou Mariama qui répondons, donc c'est pas du virtuel. Sinon par mail, sur LinkedIn, sur les réseaux, Ok, ouais. ou via mes petits NFT qui sont toujours à vendre, je réponds aussi. Yes. Bah, je mettrai les NFT, j'irai voir ça et je les mettrai dans les notes de l'épisode aussi si ça Ça marche. intéresse. Je te remercie pour ton temps, toutes tes explications. Encore une fois, passé un super moment et ça a permis encore une fois d'apprendre et de développer ses connaissances et ses compétences. Et puis, avec grand plaisir également pour participer aux prochaines opérations que tu as décrites tout à l'heure. Ouais. Merci pour tout. Je te laisse, si tu veux, Alexandre, le mot de la fin pour les auditeurs, les auditrices de la bonne fortune qui nous ont écoutés jusque-là. Ouais, surtout, déjà merci à toi encore une fois pour l'invitation, et bravo pour tous tes épisodes aussi, parce que je trouve ça vraiment passionnant de découvrir, en tout cas de prendre le temps de découvrir des nouveaux concepts, des nouvelles solutions d'investissement, des nouvelles visions. Et je suis assez aligné avec ça évidemment. Et le petit mot que j'ai moi toujours aux auditeurs, aux gens que je crois, c'est d'essayer de rester fidèle à ses convictions. C'est que ne pas faire la course au rendement, ne pas faire la course aux chiffres et d'essayer de remettre un petit peu, parce qu'on disait un peu d'humain, un peu de simplicité, un peu de conviction, un peu de local. Moi, j'aime bien investir localement parce que je trouve qu'il y a du sens. Et je préfère rogner un petit peu sur les rendements si j'arrive à apporter un peu plus de sens, un peu plus de conviction à ce que je fais. Donc, voilà, prenons le temps de faire des choses qui ont du sens pour nous. Prenons le temps aussi de faire des investissements qui nous amusent. Tu vois, acheter des cryptos, des NFT, c'est plus amusant qu'un super coup financier. C'est pas ça qui va assurer notre retraite ou l'avenir de nos enfants, hein, à titre personnel. Mais voilà, c'est garder une petite poche d'épargne aussi pour s'amuser, faire des choses un peu originales, comme tu disais, dans le vin, dans l'art, dans les choses qui nous amusent. Et puis, euh, et puis voilà, restons proches de nos convictions, de qui on est à mon avis, c'est le meilleur investissement qu'on peut faire dans la vie, c'est de rester proche de qui on est, quoi. Super conclusion, je te remercie pour tout ça, Alexandre. Et puis, bah, encore une fois, je te souhaite énormément de belles réussites pour tous ces projets en cours et à venir. Et je te dis à très très vite, Alexandre. Et tu me préviens quand la boulangerie en bas de chez toi est à vendre. J'irai la visiter avec toi et puis on ira investir ensemble. Avec grand plaisir. Ça marche. La date est prise. Ok. Allez, ciao, ciao, merci. Salut et merci. Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de la bonne fortune. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, alors encore merci du fond du cœur. Alors si tu apprécies le podcast de la bonne fortune, je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés, c'est très simple, il y a deux belles façons de me le témoigner. La première, c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles
sur la plateforme de ton choix et notamment Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième façon, c'est de le partager à tes proches, à tes amis autour de toi. Je suis sûr que tu connais 2 ou 3 personnes qui seront intéressées par ce contenu. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao!